Et donc il y a 2 ans, ou 2 ans et demi, quelque chose comme ça, j'avais donc plusieurs appartements, mais je n'arrivais pas à atteindre mon objectif qui était de vraiment vivre de l'immobilier avec ça. Je m'étais dit, quitte à avoir une vie pourrie, autant que je mette tout ce que j'ai, on verra si ça marche, tu vois. Ouais, je vois. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode ImmoTalk. Donc aujourd'hui, on va accueillir un professionnel de l'immobilier qui va nous en dire un peu plus sur lui, sur son parcours, et on le retrouve directement après le générique. À tout à l'heure. Comme je vous l'ai dit précédemment, aujourd'hui, on est en compagnie d'un invité très particulier, Pierre Legrand. Comment tu vas, Pierre? Bah écoute, ça va et toi? Ça va, super, super. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie, ta profession, etc. Ouais, bien sûr. Donc moi, je m'appelle Pierre, j'ai 33 ans, je suis marchand de biens depuis déjà 2 ans. Voilà, j'ai commencé par investir il y a une dizaine d'années. Premier appart, deuxième appart, etc. Et puis après, j'ai décidé de passer l'étape d'après, marchand de biens, et ça se passe plutôt bien. D'accord, ça marche. Et qu'est-ce qui t'a poussé du coup à devenir marchand de biens, de faire cette transition entre investisseur immobilier et marchand de biens? Alors, si tu veux, moi j'ai été nourri il y a une dizaine d'années avec toutes les vidéos YouTube des investisseurs. C'était beaucoup moins présent que maintenant, mais D'accord. il y avait pas mal de YouTubeurs qui parlaient d'immobilier, l'indépendance financière, etc. Donc moi je me suis rapidement intéressé à ça. Parce que si tu veux, je voulais pas. Moi j'ai fait un BEP vente et un bac pro vente. Donc je n'ai pas fait des grandes études. Et rapidement, je me suis dit, mais en fait, je ne vais pas être vendeur dans un magasin jusqu'à mes 65 ans. C'est pas une vie. Moi, je veux faire autre chose de ma vie, tu vois. Je veux gagner de l'argent. Et donc, à l'époque, j'étais pas trop courageux. En tout cas, je me croyais pas trop courageux. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour gagner un maximum d'argent en faisant le minimum? D'accord. Donc, j'ai regardé sur Internet. J'ai trouvé des youtubeurs qui parlaient d'immobilier. Acheter un appartement, tu le mets en location et tes loyers remboursent ton prêt. Et puis quand tout est payé, bah, voilà, t'encaisses des loyers. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ça à la base pour le côté argent. Et puis bah, finalement, je me suis pris au jeu et c'est devenu ma passion. Donc c'est là que j'ai compris qu'en fait j'étais courageux. C'est juste que j'avais pas trouvé la chose qui m'animait. Et l'immobilier, ça m'anime toujours. Et donc j'ai commencé par acheter, simplement avec les vidéos contenu gratuit qu'il y avait sur internet, j'ai commencé à acheter mon premier appartement, j'ai fait mon petit calcul, est-ce que mon loyer remboursait mon prêt? Moi je dis écoute, c'est ce qui est dit dans les vidéos, je dis on va le faire. Donc je suis allé à la chasse, j'ai trouvé un premier appart que j'ai acheté, j'ai fait mes premiers travaux, c'est pareil parce qu'en bricolage j'étais zéro. Donc j'ai fait mes premiers travaux, j'ai repeint, il y avait la vieille faïence de la salle de bain, donc j'ai repeint la vieille faïence de la salle de bain en blanc. Voilà, j'ai refait un petit coup de propre sur les murs, etc. Je l'ai mis en location. J'ai eu pas mal de déboires, problématiques pas avec le locataire, mais avec le bien en lui-même. Donc le bien, j'ai fini par le revendre et j'en ai racheté un nouveau, et un deuxième et un troisième. Donc je suis arrivé, alors je me perds un petit peu des fois, mais on va dire une petite quinzaine d'appartements quand même. D'accord. Alors il y a eu, ça s'est pas fait comme ça. Il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des très hauts et des très bas, ça a été compliqué. Et donc il y a 2 ans, ou 2 ans et demi, quelque chose comme ça, j'avais donc plusieurs appartements, mais je n'arrivais pas à atteindre mon objectif qui était de vraiment vivre de l'immobilier avec ça. D'accord. C'est-à-dire que j'avais, malgré un nombre d'appartements quand même à mon niveau, que je trouvais quand même assez important, c'était toujours impossible de vivre confortablement avec 3-4 000 euros par mois. Avec les 15 appartements, en fait, tu pouvais pas juste vivre de ton... Okay. Non, parce qu'en fait, tu as toujours des impôts, des charges. Okay. Et j'avais une stratégie aussi qui n'était pas d'avoir qu'une rentabilité. C'est-à-dire que si tu vas chercher du gros cash flow, de la renta, c'est que tu es dans un secteur qui n'est pas bon, entre guillemets. Okay. Souvent, c'est que tu es dans un secteur où le prix du mètre carré est très bas, et le profil locataire est pas top. Et donc j'ai toujours voulu allier cash flow mais bon emplacement. Tu vois, c'est-à-dire que quand je voulais revendre mon bien immobilier, j'étais sur un marché liquide où je pouvais aussi dégager une plus-value. Souvent, quand tu es sur des marchés où tu as des très fortes rentabilités, la revente, tu fais pas forcément une marge. Tu vois, ça peut être, en tout cas,
Si tu fais une rénovation top du top, tu t'en feras sûrement une. Mais moi, dans ma stratégie, je voulais pas avoir un patrimoine dans un secteur pas top. D'accord. Donc je faisais quand même un cash flow, mais une fois que tu as les impôts, la compta, en fait, il te reste un peu de sous, mais je veux dire, loin de prendre sa retraite. Hein. Donc j'étais un peu comme au pied du mur, à dire, mais en fait, j'arrive à un stade où les banques me prêtent plus. J'ai beau accumuler les appartes, ça me rend pas tellement plus riche, mais mes emmerdes avaient fait x10. Tu vois, mais mon argent avait peut-être fait x2 ou x3, mais tu vois, donc je me sentais vraiment au pied du mur. Et donc, on m'a proposé de rentrer dans le cercle des marchands de biens. L'adhésion à l'époque, c'était, je crois, 18 000 euros. D'accord. C'est une somme que j'avais pas. Et donc, j'ai dit, je vais vendre. J'avais un garage qui valait dans les 15 000. Donc, j'avais dit, je vais vendre le garage, je vais récupérer ces sous-là, je vais les investir dans le cercle des marchands de biens. Pour me former, et puis de toute façon je m'étais dit quitte à avoir une vie pourrie, autant que je mette tout ce que j'ai, on verra si ça marche, tu vois. Ouais, sure. Parce que moi avoir X appart ça me convenait pas, je me sentais pas, j'avais pas réussi si tu veux. Ouais, l'objectif. Mon objectif vraiment... était raté. D'accord. Donc j'ai dit allez tant pis, je me jette à l'eau, donc je vends ce garage là. Je pensais récupérer les sous sur mon compte, finalement ce garage là était lié à un appartement. Quand j'ai acheté le garage, j'ai acheté l'appartement avec un garage. Et moi, je voulais juste vendre le garage. Sauf que quand j'ai vendu le garage, au moment de récupérer les sous, la banque, elle me dit non, vous récupérez pas les sous, moi, ça vient en déduction du prêt, de l'appartement. Okay. Donc j'ai dit, moi, je suis embêté parce que j'ai signé, il y en a pour 15 000. Et puis là, j'ai pas l'argent. Ouais. Donc je dis, vous prenez l'argent, d'accord, mais je dis, moi, je fais comment ? Elle dit, je sais pas. Je dis, vous me les prêtez ? Vous me prêtez 15 000 euros. Ouais. Et puis moi, dans 3 mois, je vous les rembourse. Je fais ma première OP, je vous les rembourse. Donc la banquière que je connaissais très bien, donc c'est pareil, hein, c'est très important d'avoir une bonne relation avec les banques. Le jour où on a besoin, ça peut servir. Donc là, ça m'a servi. Donc ils m'ont prêté 15 000 euros en prêt conso. J'ai fait ma première affaire et je les ai remboursés 3 mois plus tard. Ok. Voilà. Première affaire du coup qui était un succès, je suppose. Qui était un succès, oui et non. C'est-à-dire que si tu me remets la même affaire dans le contexte d'aujourd'hui, j'ai dit j'y vais pas. Ça marche pas, tu vois. Ok, ça marche, ouais, je comprends. Ça marche pas. Donc en fait, j'étais tellement dans mon truc où j'ai acheté un studio à 3. C'était un studio que j'ai acheté, un studio à rénover, pas 56 000 euros, je crois, 45 000, un truc comme ça. Ok. Que j'ai revendu 56 000, donc petite affaire de marchand, hein, j'ai dû faire même pas 10 000 euros de marge. D'accord. Mais première affaire quand même. Donc j'ai vendu un studio à refaire 56 000 euros à 3, donc 56 000 euros à 3, c'est le prix d'un studio rénové et pas à refaire. En gros, donc j'ai dû m'épuiser à faire peut-être 25 visites, mais je l'ai quand même vendu parce que j'étais convaincu de mon produit, je savais qu'il était top, et j'ai trouvé le client qui collait à ma vision des choses et qui l'a acheté et qui m'a dit à la fin, je suis super content, si vous avez une autre affaire comme ça, vous m'appelez. Ok. Donc, mais si c'était à refaire, je le referais pas, ça marcherait pas. Ok. En tout cas, parce que je serais plus convaincu du truc. Et au niveau du coup de tes premiers achats que tu as fait, ton job en ce temps-là, tu étais en CDI, c'est ça ? Alors, mes premiers achats en investissement locatif. Ouais. Alors, l'investissement locatif, j'ai toujours... En fait, moi, dans ma vision des choses, j'avais ma carrière et mon investissement locatif. D'accord. Et moi, je me suis toujours dit, la carrière, c'est secondaire par rapport à l'investissement locatif, parce que ce qui va me permettre un jour d'être... j'avais l'idée d'être rentier, mais d'être rentier, de vivre de mes loyers, c'était le côté locatif. Ma carrière ne me le permettrait pas. D'accord. Donc, j'ai toujours axé vraiment à fond investissement locatif. Donc, mon travail, mes CDI, parce que j'ai fait plusieurs boulots, ne servaient qu'à aller à la banque et emprunter pour acheter de l'immobilier. Ok. Voilà. Donc oui, c'était une époque qui était quand même plus facile que là. On pouvait emprunter à 110%, il n'y avait pas forcément besoin d'apport. Tu avais un CDI et pas d'endettement à côté. Tu pouvais facilement acheter un appart avec zéro. Donc c'était quand même plus facile. Donc j'ai commencé par là. Voilà. D'accord. Donc toi, pour la majorité de tes achats dans le locatif, tu n'as pas dû faire d'apport ? Non, en tout cas pas au début. Pas au début parce qu'il n'y avait pas besoin de le faire. J'ai toujours mis de l'argent que s'il y avait besoin de le faire. D'accord. Et plus le temps, plus on se rapproche de la date d'aujourd'hui, hein,
plus l'apport était nécessaire. Plus tu montes sur des gros projets, plus l'apport est nécessaire. Ok. Donc les derniers achats, là le dernier achat que j'ai fait, c'est un immeuble de 8. Il y a quelque chose comme 70 000 euros d'apport. Ok. Voilà. Donc comprends. mais parce qu'on est dans le monde d'aujourd'hui avec les contraintes qu'on nous donne aujourd'hui. D'accord. Bah, d'ailleurs, je me demandais, en tant que marchand de biens, ça va être quoi les principaux défis auxquels vous allez être confrontés à l'heure d'aujourd'hui? Alors tu vas avoir plusieurs choses. Les défis qui sont, on va dire, peu importe le marché, hein, ça va être déjà trouver une bonne affaire. D'accord. Trouver une bonne affaire, c'est compliqué. Parce que des fois on pense que c'est une affaire et puis en fait ça n'est pas une. D'accord. Mais voilà, trouver une vraie bonne affaire. Ensuite la complexité, ça va être de acheter en fonction du prix qu'on va devoir revendre dans 6 mois ou dans 1 an. C'est-à-dire que la décision que tu prends aujourd'hui d'achat, que tu juges une bonne affaire, si tu ne te projettes pas dans 6 mois ou dans 1 an, ça se trouve ce ne sera plus une bonne affaire. Ok. Parce qu'en fait il y a tellement de fluctuations de marché, c'est tellement volatile. Avec les taux, un coup les taux augmentent, les taux finiront sûrement par rebaisser, donc l'immobilier va repartir. Enfin voilà, ça change très vite. Quand tu es sur un marché qui monte, où il n'y a pas de vague, la bonne affaire là, elle sera toujours normalement bonne dans 6 mois ou dans 1 an. Là, la problématique d'aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup plus de fluctuations, donc il faut être beaucoup plus fin dans son analyse pour ne pas prendre une gamelle dans 6 mois ou dans 1 an. Je comprends. Voilà, parce que tu fais toujours... Tu as ton plan, ton plan, comment l'affaire va se dérouler, et ça se déroule jamais comme ça. Ok. Jamais, jamais, jamais. Ouais, ok. Jamais. Donc, tout ça, comment tu te couvres en marchand de biens? Tu te couvres avec un prix d'achat intéressant. D'accord. D'accord. Ok. Plus tu as un prix d'achat intéressant, plus, même si ton prix de revente fluctue ou si tu as des problèmes de délai, etc., tu vas pouvoir l'amortir en baissant ta marge en fait. D'accord. Sauf que si tu as pris une marge trop courte, tu es tout de suite dans le dur et ça fait tout de suite mal. Ok, Voilà. je comprends. Et du coup, au niveau des... Comment tu fais en fait pour trouver une bonne affaire? Il y a des stratégies qui existent ou c'est... Alors, il y a des stratégies, c'est pas des stratégies magiques, c'est des stratégies, la première stratégie c'est le travail, c'est-à-dire il faut bien comprendre ce qu'est une bonne affaire. Ok. Si tu sais pas ce que tu recherches, tu peux pas le trouver. Hein, donc il faut vraiment bien comprendre ce qu'est une bonne affaire. Après, ça va être savoir à qui la demander et comment la trouver. Donc là, ça va être une stratégie de réseau, construction de confiance. D'accord. Bien faire les choses. Hein, quand on est marchand, il y a beaucoup de marchands qui ont une très mauvaise réputation. Donc le but, c'est d'avoir une très bonne réputation pour que les agents IMO nous fassent confiance. Apporter une contrepartie. Nous, on veut absolument que les agents immobiliers qui travaillent avec nous non seulement prennent plaisir à travailler avec nous, parce qu'on est professionnels et qu'on fait les choses bien, mais aussi financièrement, parce que personne ne travaille pour la gloire. Donc nous, quand on achète un bien, on leur redonne les commissions à la sortie. D'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont, non seulement ils ont connaissance que quand ils nous apportent un bien, on va bien s'en occuper, on va bien le traiter, d'accord? Et eux vont gagner de l'argent à le faire, non seulement une première fois à l'entrée, parce qu'ils font une première com, et ensuite si c'est un immeuble de 3 appartements, on divise en 3 et ils refont encore 3 com. D'accord. D'accord. Donc voilà, dans les affaires, il faut que ce soit gagnant-gagnant. Okay. Donc pour trouver une bonne affaire, il n'y a pas de secret, il faut travailler. Souvent, il y en a sur le bon coin. Hein, on va voir, ça va être la manière dont on voit le bien. Et il y a peut-être une manière, si on tourne le bien dans un angle ou dans un autre, on va trouver une stratégie ou une faille qui va nous dire « mais ouais, si je fais ça, je peux gagner de l'argent ». D'accord. Mais ça, il faut bien connaître son sujet. Ok. Ouais, et il y a beaucoup de réseaux en fait. Ouais, le marchand de biens, ce n'est qu'un métier de réseau. D'accord. De réseau, de confiance, voilà. Okay. Le réseau et la confiance. Si tu n'as pas de réseau, on ne peut pas t'apporter d'affaires. Et même si tu as du réseau, mais que les gens n'ont pas confiance en toi, ils ne vont pas t'apporter une affaire. D'accord. Parce que l'agent immobilier, ce qu'il veut, ou le vendeur, parce que tu peux être contacté directement par un vendeur, l'agent immobilier veut sa com, et le vendeur, il veut être payé. D'accord. Donc déjà, il faut pouvoir simplement payer le bien. Nous, on peut apporter ces garanties-là de financement. Ensuite, l'agent immobilier, ce qu'il veut, c'est, quand il va récupérer ses mandats, c'est récupérer un bon mandat.
C'est-à-dire que par exemple, si tu as l'immeuble de 3 appartements, on va le découper en 3. S'il y a quelque chose de juridiquement pas bon ou dans le règlement de copro qui n'est pas bien fait, ou dans les travaux qu'on a réalisés qui ne sont pas bien faits, le client final ne va pas être content. Et avant d'arriver à nous, le fusible, ça va être l'agent immobilier. Donc le client ne sera pas content envers l'agent immobilier, ce qui va nuire à sa réputation, nuire à l'image de l'agence, etc., etc. Donc nous, on veut vraiment faire de la qualité. Parce que nous, on veut durer dans le temps et on veut vraiment que nos partenaires, parce que les agences immobilières sont nos partenaires d'affaires, elles sont avec nous dans l'affaire. Et donc on veut que tout se déroule bien et le mieux possible. Encore une fois, ça ne se passe jamais comme prévu, donc il y a plein de complications. Mais la finalité, on veut que tout se soit bien passé, que tout le monde a gagné son argent et que le client final soit content d'avoir acheté un de nos produits. Voilà, pour qu'il puisse recommander pareil aux autres et dire allez voir soit ces marchands de biens là, soit cet agent immobilier là, parce qu'il m'a vendu un truc top. D'accord. Voilà. Je comprends. Nous, on veut construire quelque chose comme ça. Ok. Tout à l'heure, tu me disais que le plus important, pour faire une bonne affaire, c'était le prix d'achat. Ouais. Est-ce que tu as des techniques de négociation? Est-ce que tu négocies souvent tes biens? Comment ça se passe en règle générale? Alors après, c'est des choses bateau, mais pour avoir un prix intéressant au mètre carré, il faut aller sur des produits qui ne sont pas forcément sexy, qui sont qui sont à rénover, qui sont dans leur jus ou avec des gros problèmes. Où là, tu vas pouvoir appuyer un peu là où ça fait mal pour dire, voyez, je ne peux pas vous l'acheter ce prix-là pour négocier le prix. Ça va être apporter des solutions aux gens, c'est-à-dire comprendre le vendeur. Faire une bonne affaire, c'est trouver un bon vendeur. Un vendeur qui va être prêt à baisser son prix ou à vendre au prix que nous, on souhaite. D'accord. Et des fois, le prix que nous, on souhaite, c'est le juste prix. Parce que les vendeurs, des fois, ils rêvent, ou les agents immobiliers rêvent, mais bon, voilà. Donc, trouver le bon vendeur. Le bon vendeur, ça va être peut-être quelqu'un qui divorce, peut-être quelqu'un qui a hérité d'un bien, donc qui a une problématique de temps, qui doit régler sa succession, qui n'a pas d'argent, donc qui doit vendre à quelqu'un qui est sûr d'acheter pour toucher les sous dans les 6 mois pour régler la succession, pour pouvoir payer sa succession. Ça peut être quelqu'un qui veut déménager dans le sud. Voilà, je sais pas moi, l'exemple de retraités vont rejoindre leurs enfants dans le sud de la France. Ils ont besoin d'être sûrs d'être payés pour rechercher quelque chose là-bas. Nous, on leur dit, nous, on vous paye, c'est sûr, on vous l'achète, et on vous laisse 6 mois pour le temps de retrouver quelque chose qui vous convient dans le sud. On n'est pas obligé d'acheter dans les 3 mois. Ça peut être 6 mois, ça peut être 7 mois. Puis on négocie en fonction de ça. Je comprends. Donc voilà, il y a des techniques, mais il n'y a rien de fou. Il faut écouter le vendeur. Ça peut passer par une offre d'achat bien rédigée, propre, professionnelle, avec les plus, les moins du bien et pourquoi on fait une offre à ce prix-là. Bien justifié. Faire juste un appel ou un SMS, ça marche pas forcément. Donner son offre en main propre. Parce qu'en fait, quand vous avez une distance qui est faite par le téléphone ou par un mail, le client, une fois qu'il a dit je réponds plus ou lui c'est un con, il fait une offre trop basse, je lui réponds pas, voilà. Alors qu'en face à face, on peut retravailler, le fil n'est pas coupé. On peut redire attendez, vous braquez pas, ou pourquoi vous pensez que c'est pas cher, on peut peut-être trouver un terrain d'entente. Alors que si c'est par téléphone ou autre, il a raccroché. C'est compliqué d'aller le rechercher. Donc les offres un peu agressives, alors déjà souvent ça passe pas, c'est compliqué. Mais c'est mieux de les passer en direct ou par l'intermédiaire d'un agent immobilier qui lui va faire tampon et la relation sera moins frontale. Moins rude. Ok. Ouais. D'accord. Donc c'est pour ça que nous on achète souvent par une agence. D'accord. Parce que c'est l'agence qui fait tampon. Ok. Ouais, c'est l'agent qui va aller négocier. C'est l'agent qui va aller se prendre des coups, mais et vous derrière, c'est. Mais souvent ça marche mieux. Parce qu'on les vendeurs souvent veulent vendre très cher. Et un vendeur qui veut vendre très cher, quand on lui fait une offre qui pour nous est le prix, pas forcément très basse, mais qui pour nous est le prix, et que lui s'est fait tout un monde de son bien immo, la marche elle est tellement haute qu'il ne peut pas l'accepter. Mentalement ça passe pas, si on lui fait un moins 100 000, ça passe pas. Mais souvent, quand on nous dit non, vous êtes des voleurs ou je sais pas quoi, quand on regarde 6 mois ou 1 an après, le bien il est toujours en vente. Ouais, ok.
J'allais dire, il a vendu au prix que vous avez donné Ouais. initialement, quoi. Souvent, ça finit comme ça. Ok. Parce qu'ils sont usés. Mm. Bon, ça, c'est leur problème. Est-ce qu'il y a des types de biens ou d'appartements qui sont plus demandés par les acheteurs? Bah ça, en fait, ça dépend des secteurs. Ok. Chaque secteur va avoir sa recherche. Ok. Une ville, typiquement, une ville qui n'est pas étudiante, n'essaie pas de vendre des studios. Ok, ouais. Tu vois, c'est assez basique, hein, mais tu sais, il n'y a pas vraiment de secret magique. Hein. Ce qu'il faut, c'est encore une fois travailler, étudier son secteur. Après, là, mécaniquement, avec l'augmentation des taux, le budget des gens baisse. Donc, les types 2, les types 3, les plus petits biens, on va dire que le studio, on l'oublie, mais on va dire à partir du type 2, les primo-accédants, les petits couples, etc., ils vont peut-être habiter dans des types 2, plus que dans des types 3, etc. Donc, je dirais pas qu'il y a des... Là où je peux dire où c'est compliqué, c'est, tu vois, les très petites surfaces et les très grandes surfaces. D'accord. Tu vas faire un appartement, je sais pas, 5 chambres. Là, il faut le trouver, le mec. Ouais, qui va acheter 5 chambres. Hein, okay, c'est pas facile. Il suffit que ce soit 5 chambres et que tu sois au 3e étage sans ascenseur. Si t'es pas à Paris, tu le vends pas. Parce que qui dit 5 chambres dit enfant. Qui dit enfant dit course, poussette, truc. Tu vas pas te taper tous tes escaliers, tu vois. C'est pas facile. Par contre, un petit couple ou le petit jeune, lui, les escaliers, bon, ça va l'embêter. Un ascenseur, c'est mieux, mais il va peut-être le faire. Donc, nous, dans notre stratégie, on dit ok, ce bien-là, appartement 5 chambres, qui va l'acheter? Quelle cible? C'est quoi notre cible? Cette cible-là, comment elle vit? Est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce qu'elle n'a pas d'enfants? Voilà. Et quel budget elle va avoir? Et ça te permet de savoir, en fonction de ton prix d'achat, à qui tu vas vendre, qu'est-ce qu'ils attendent, etc. Combien ils sont prêts à payer. Et une fois que tu as ton prix, le prix qui, normalement, la tranche de prix auquel les clients sont, ça te permet de déterminer le prix d'achat. Donc tu vas déduire prix de vente, moins les travaux, moins les frais de notaire, moins la marge, et ça te dit à peu près combien tu dois acheter pour que ça fonctionne. Ok. Voilà. Donc nous, on fait ça pour chaque bien, trouver la bonne cible, qui va acheter ça, précisément. Et du coup, tout à l'heure, tu me parlais des taux, donc au niveau de la conjoncture actuelle, les taux qui augmentent, etc. Est-ce que tu remarques des changements de comportement au niveau des acheteurs? En fait, c'est mécanique, hein, c'est-à-dire que les taux augmentent, donc les gens ont moins de budget pour la même somme. Donc mécaniquement, les prix baissent. Oui, il y a une mise à jour qui est à faire. La mise à jour est longue. Il faut que les acheteurs qui avaient, 250 000 il y a 6 mois ou il y a 1 an, il leur reste 180. Il faut qu'ils le digèrent. Et qu'ils se disent, ok, maintenant on a 180. Donc soit on attend que les prix baissent pour acheter quelque chose qui nous convient à peu près, soit on reste en location. Donc ça met du temps, c'est pas encore fait. Là on retrouve sur le marché beaucoup de gens qui payent cash, qui peuvent encore se permettre d'acheter, mais tous les gens qui n'ont pas énormément d'épargne, ils se retrouvent avec un budget qui est complètement sabré. Et eux, de toute façon, mécaniquement, ils peuvent pas acheter. Soit ils ont de l'apport, mais bon, si t'as pas d'apport, t'as pas d'apport. Ça marche pas parce que les prix ont pas encore baissé. Ok, tu penses qu'ils vont baisser à l'avenir? Je pense que mécaniquement, à un moment, s'il n'y a plus d'acheteurs, c'est l'offre et la demande. Donc les prix vont baisser. Alors les prix vont baisser pour les vendeurs qui sont pressés, qui ont vraiment envie de vendre ou besoin de vendre. Mais si quelqu'un a un vrai projet, je sais pas, moi c'est un couple qui a un enfant, la dame est enceinte de jumeaux, à un moment, tu n'as pas le choix que de trouver autre chose. Donc soit tu repars en loc, soit l'appartement dans lequel tu étais, tu le vends pas cher et tu repars en loc, ou alors tu vends et tu achètes plus gros. Mais en termes de pression de vente, tu n'as pas le choix, si c'est à toi, tu es obligé de le vendre. Il faut le vendre vite, donc il faut te mettre au prix du marché. Donc je pense que oui, les prix doivent baisser, devraient baisser dans certains secteurs, plus que d'autres. Mais si on veut continuer à avoir des transactions, des gens qui payent cash, il n'y en aura pas tout le temps, quoi. Donc là, ils sont venus, il y a eu une vague d'acheteurs de paiement comptant. Mais à mon avis, ça va finir par s'épuiser. C'est sûr. Et du coup, au niveau de toute cette conjoncture, tu as des exemples concrets d'échecs ou de réussites que tu as eu récemment
par rapport à ton activité? Nous, en fait, la complexité de marchand de biens, c'est comme je te disais tout à l'heure, il faut réussir à se projeter dans un marché vendeur D'accord. dans 6 mois ou dans 1 an. Qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois, dans 1 an? Et en fait, nous, on s'est trouvé à la période la plus compliquée l'année dernière où les taux ils ont augmenté. Tout le monde disait ouais, il n'y a plus d'acheteurs, il ne se passe plus rien, etc. Et nous, on était en pleine commercialisation de pas mal de lots et on s'est retrouvé confronté à ça, à dire mince, on a proposé nos biens à la vente, il ne se passe rien. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines sans coup de téléphone. Sauf que nous, marchands de biens, on a des intérêts bancaires, on a une pression sur les épaules parce que nous, en tant que jeunes marchands, on réinvestit à chaque fois tous nos fonds dans une nouvelle affaire pour faire boule de neige. Donc nous, à chaque fois, on est all-in. Donc quand tu as fait ta petite stratégie et que tu dis mince, ça marche pas, c'est compliqué. C'est chaud. Ouais, j'imagine. C'est chaud, c'est pas facile. Donc on est tombé dans ce cadre-là où on a fini par... nous, on a 3 gammes de prix. Quand on fait un prix de vente, on a nos prix bas, nos prix moyens et nos prix hauts. Prix bas, c'est la pire des situations. Et prix haut, c'est la meilleure des situations. Donc on démarre une commercialisation en prix haut, qu'on coupe vite pour passer en prix moyen parce qu'il ne se passe rien. Le but, c'est pas de se laisser enliser dans une situation, surtout une situation qui évolue très vite. Donc si tu te laisses enliser, tu as toujours un train de retard et puis finalement, tu ne vends jamais. Donc on a vite coupé, on est passé au prix moyen. Prix moyen, toujours rien. Et on a dit, tant pis, prix bas. Donc on a vendu prix bas. Et au final, nos lots, la situation s'est débloquée fin d'année, début d'année dernière, ça s'est débloqué et il y a eu une vague de nouvelles acheteurs et on a tout vendu. Donc à la finalité, ça va plutôt bien. Mais parce que aussi, on a pris de base des sécurités, des marges, des stratégies qu'on applique quand ça va mal. Et donc un marchand de biens qui aurait en gros, une marge de marchand, c'est 20%. Grosso modo. Au plus bas. C'est-à-dire que si tu n'as pas 20%, la banque, elle te dit, je vous prête pas. Donc, nous, on paraît toujours plus. Je ne sais plus où je voulais en venir. Donc, en gros, oui, on prend des marges un peu plus confortables parce que celui qui paraît sur 20%, une fois que si ton prix haut, c'est 20%, tu baisses ton prix. À un moment, tu n'as plus de marge, tu es à zéro. Tu vois, voire en négatif. Tu dois remettre de ta poche. D'où l'importance de ne pas se biaiser, c'est-à-dire de ne pas se dire non mais c'est une bonne affaire, c'est sûr. Il y a des chiffres, tu poses tes chiffres, les chiffres te disent que c'est bon ou les chiffres te disent que c'est pas bon. Et si les chiffres sont pas bons, faut pas y aller en marchand. Quand tu fais du locatif, t'as parié sur un loyer, tu le loues 20 balles de moins, c'est pas très grave. Tu vas mettre 20 balles de plus de ta poche, tu vas pas, pas te faire mourir. Mais en marchand, tout de suite, c'est des grosses sommes, des 10, des 20, des 30, des 100 000 euros, tu vois, ça dépend de ton marché. Mais ça peut vite faire très mal. Donc, faut avoir une analyse assez pragmatique des choses. D'accord. Et du coup, un peu dans les mêmes sujets, on a eu pas mal de nouvelles réglementations au niveau des DPE notamment. Est-ce que ça vous a impacté et de quelle manière? Alors, nous, c'est pareil, on est très proche du marché. On a toujours quelque chose à vendre, donc on est toujours en contact avec le marché, donc on arrive à sentir un petit peu, et comme on est en contact aussi avec beaucoup d'agents immobiliers avec qui on travaille, on a beaucoup de retours. Donc on se nourrit de tout ça, et ça nous permet d'avoir une vision assez précise du marché actuel. Et donc on sait et on savait que le DPE, pour le côté investisseur, ça allait être très compliqué à cause des nouvelles réglementations, donc il fallait respecter certaines lettres. On va dire que en gros F et G, il faut éviter. À partir de E, ça commence à être acceptable, on va dire que c'est le minimum, E. Et après, si c'est plus, c'est bien. Donc en fait, il faut, toujours pareil, quand tu vends un produit, à qui tu vas le vendre, et aujourd'hui les gens, que ce soit les investisseurs, qui sont très attachés à la note, et les acheteurs de résidence principale sont aussi, eux, très attachés à la note. Donc tu n'as pas le choix que de fournir un produit bien noté, ou s'il est mal noté, tu dois fournir la liste des choses à faire pour qu'il soit bien noté. Et leur expliquer concrètement comment ils doivent faire. Parce que si tu leur expliques pas, ils vont dire oui mais c'est mal noté, et puis ils vont rester là-dessus. Ils vont pas voir potentiellement les solutions. Donc il faut leur apporter, leur dire il suffit de faire ça, il suffit de faire ça, il suffit de faire ça. Nous on peut faire des DPE projetés, c'est-à-dire que quand on vend un produit
totalement à rénover, donc mal noté. On fait faire au diagnostiqueur un DPE projeté qui nous dit si vous faites tels travaux, vous allez avoir telle lettre, telle lettre, telle lettre. D'accord. Voilà, comme ça. C'est top comme principe. Voilà, ça aide les acheteurs à passer le cap. Ouais, donc voilà, c'est sûr que aussi bien pour la note que pour le coût énergétique, a priori, hein, le coût de l'énergie devrait doubler d'ici 2030. Ok. Sauf que à un moment, quand tu gagnes tant tous les mois, le prix de l'énergie tous les ans, il augmente. Donc c'est quelque chose auquel les acheteurs doivent faire attention. Même les gens qui ont de l'argent, ils doivent faire attention. Quand tu as une grosse maison, etc., le coût de l'énergie va en conséquence. Donc tu n'as pas le choix que d'être écologique. Pas parce que l'État te le demande. Parce que sur ta facture, si tu veux faire des économies, tu n'as pas le choix. Et avec toutes ces infos, est-ce que tu penses que quelqu'un qui va investir dans l'immobilier devra investir maintenant, ou est-ce qu'il y aura peut-être des opportunités qui vont se dégager par rapport à la situation? Moi, je pense qu'il faut... Ça dépend d'où tu en es. Donc quelqu'un qui n'a jamais investi, pour moi, il doit investir, il doit passer le pas, il doit se confronter aux problématiques, il doit rencontrer des problèmes, des échecs pour s'améliorer et justement être en capacité plus tard de détecter ce qui est une bonne opportunité ou une mauvaise opportunité. Quelqu'un qui s'est jamais lancé, quand la bonne opportunité va passer, il va peut-être pas la reconnaître. Alors que quelqu'un qui a de l'expérience, il va dire « Ah, ça je sais que c'est pas mal ». Donc moi je conseille vraiment aux gens de se former, de faire les choses bien, mais à un moment de dire allez tant pis on y va, c'est peut-être pas parfait, mais je le fais. Ok. Voilà. Ça c'est libérateur pour la suite des événements, c'est vraiment tu te jettes dans le bain quoi. Ok. Parce qu'il y en a plein qui vont jamais passer le pas. Et donc si tu passes pas le pas, t'apprends pas, ou t'apprends via des formations, etc. Mais c'est pas la même sensation que de vraiment se frotter à la réalité, quoi. Donc ça, et après pour les autres qui ont de l'expérience ou de l'argent, ou les deux, voilà, je pense qu'il va y avoir des opportunités. Mais encore une fois, personne n'a la réponse, c'est que des suppositions. Mais à mon avis, il y aura des opportunités à faire. Mais il faudra, encore une fois, on n'est plus dans le même monde qu'il y a 10 ans. Pour saisir une belle opportunité, il faudra sûrement du cash, il faudra de l'apport, il faudra montrer aux banques qu'on est solide parce qu'elles sont de plus en plus strictes là-dessus. Donc voilà, tu peux voir l'opportunité, mais il faut être aussi en capacité mentale et financière de pouvoir la saisir. Voilà. Donc si tu la vois pas, si tu vois l'opportunité mais que tu sais pas la reconnaître, elle passe devant toi. Et si tu la vois mais que tu n'as pas de thune, elle passe devant toi quand même. Donc, alors après, il y a une autre solution. Quand tu n'as pas de thune mais que tu as les compétences, c'est de t'associer à quelqu'un qui a des sous. Pour la saisir. Mais c'est pareil, le mec qui a des sous, il va pas faire confiance à quelqu'un qui n'a pas déjà montré son expérience ou montré sa compétence. Il va pas lui donner... voilà. En tout cas, il y a des stratégies. Il y a des stratégies pour tout le monde. Je pense que tout le monde peut faire quelque chose dans l'immobilier maintenant et dans le futur. Top. Ok, c'est à peu près tout. Mais un grand merci à toi, Pierre. De rien. D'avoir répondu à mes questions. Et j'espère qu'on le verra très bientôt de nouveau sur la chaîne. Avec plaisir. Merci à toi. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit j'aime, t'abonner à la chaîne et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!